Le 26 novembre 1909, à Slatina, petite ville de Valachie posée sur l'Olt, l'air a cette odeur de rivière et de terre froide qui colle aux vêtements. La Roumanie est encore un royaume jeune, inquiet de ses frontières, fier de ses uniformes, et pourtant provincial, avec ses rues où l'on entend les sabots, les cris des marchands, les conversations qui se font et se défont au coin des cafés. C'est là que Eugène Ionescu naît. Il signera plus tard Eugène Ionesco. Comme on change légèrement l'angle d'un visage pour qu'il passe d'un pays à l'autre, son père est juriste, promis à une carrière dans l'administration. Sa mère, Marie-Thérèse Icard, est française. Déjà, dans l'état civil, dans la cuisine, dans la manière de prononcer les choses, deux mondes se frôlent sans se confondre. On imagine souvent les écrivains comme des êtres nés dans une bibliothèque. Chez Ionesco, la bibliothèque viendra. Mais d'abord, il y a le déplacement, la fissure, l'entre-deux. Très tôt, l'enfance se partage. La France n'est pas un décor exotique. C'est une langue maternelle possible, une musique quotidienne, une manière de dire « oui » et « non » qui n'a pas la même dureté que dans l'autre langue. La Roumanie, elle, n'est pas seulement un pays natal. C'est le poids d'une famille, d'un père, d'une société où l'on attend qu'un garçon devienne quelqu'un de sérieux. Et entre les deux, un enfant qui apprend que le monde peut changer de nom selon la rue où l'on marche. Quand la famille s'installe en France, Ionesco est encore petit, ce n'est pas une simple migration, c'est une transplantation. La France des années 1910 et 1920, c'est la République qui sort de la Grande Guerre avec ses monuments aux morts, ses veuves en noir, ses gares pleines d'hommes amputés, et en même temps, une vie intellectuelle qui recommence à bourdonner, des journaux, des cafés, des écoles où l'on récite des fables et où l'on apprend à écrire correctement. Pour un enfant, la France peut être une promesse, celle d'une stabilité, d'une clarté, mais la clarté, chez Ionesco, aura toujours une ombre derrière elle. Il grandit avec cette sensation que les mots ne collent pas aux choses, pas encore comme une théorie, pas comme un programme littéraire, comme une expérience intime. On dit « patrie » et l'enfant voit deux paysages, on dit « maison » et il y a plusieurs portes, on dit « père » et la figure se dédouble, l'autorité et l'absence, la loi et le départ. Les adultes parlent et leurs phrases semblent parfois des formules apprises, des gestes sociaux plus que des vérités. L'enfant écoute, il enregistre, il se méfie. Dans les souvenirs qu'il racontera plus tard, l'enfance n'est pas un paradis perdu. C'est un laboratoire d'angoisse et d'émerveillement. Il y a le rire, bien sûr, ce rire qui deviendra une arme, mais il y a aussi la peur, la sensation que le monde est fragile, que tout peut basculer sans prévenir. La guerre a laissé des traces partout, même dans les conversations les plus banales. On parle de 1000 avant et de 1000 après, comme si le temps avait été cassé. Et un enfant qui vit entre deux langues comprend très tôt que le temps aussi a des accents. Puis vient le retour en Roumanie, dans les années 1920, retour qui n'a rien d'un retour au bercail. C'est un arrachement, la séparation des parents, la décision du père, les circonstances familiales, tout cela compose une mécanique froide. On ne demande pas vraiment à l'enfant ce qu'il veut, on le déplace, on le replante. Et soudain, la langue dominante n'est plus la même, les rues n'ont plus la même odeur, les gestes ne se font plus au même rythme. La France devient un souvenir, une nostalgie, parfois une blessure. La Roumanie devient le quotidien, avec ses exigences, ses codes, sa dureté. Bucarest, où il va vivre et étudier, n'est pas une ville simple. Dans l'entre-deux-guerres, elle se rêve Petit Paris, et elle en a certains reflets. Des boulevards, des cafés, une vie mondaine, des journaux, des débats littéraires, mais elle est aussi traversée par des tensions profondes, modernisation rapide, inégalités, crispations identitaires, et cette Europe, centrale et orientale, qui sent monter les fièvres politiques,
Pour un jeune homme, c'est un théâtre à ciel ouvert. On y joue la comédie de l'Occident et la tragédie des nationalismes. Ionesco entre dans l'adolescence puis dans la jeunesse, avec une sensibilité qui ne se laisse pas discipliner. Il lit, il écrit, il observe. Il se sent souvent étranger, même quand il est chez lui. Étranger parce qu'il a connu une autre langue comme une peau possible. Étranger parce que la famille, au lieu d'être un refuge, est un champ de force. Étranger parce que la société attend des certitudes, et que lui n'en a pas. Ou plutôt, il a des certitudes négatives. Il sait ce qu'il ne supporte pas, les slogans, les phrases toutes faites, les enthousiasmes collectifs qui exigent qu'on s'y fonde. Dans les années 1920, il étudie, il se forme, il fréquente les milieux littéraires. La Roumanie a alors une vie intellectuelle intense, parfois brillante, souvent polémique. Les dérevues se multiplient, les manifestes circulent, les jeunes écrivains veulent être modernes, européens, ou au contraire, authentiquement roumains. On discute de poésie, de romans, de théâtre, mais derrière les discussions esthétiques, il y a déjà des visions du monde qui s'affrontent, et Ionesco, lui, se tient à la fois dedans et dehors. Il participe, mais il résiste. Il écoute, mais il grince. Il y a chez lui une relation presque physique à la langue. Le français n'est pas seulement un outil, c'est une mémoire, une précision, une ironie. Le roumain n'est pas seulement la langue du pays, c'est la langue de l'école, de l'administration, de la vie quotidienne, avec ses sonorités, ses images, sa capacité à être à la fois tendre et brutale. Passer de l'une à l'autre, ce n'est pas traduire, c'est changer de respiration. Et cette respiration double crée une tension permanente, comme si chaque phrase pouvait être dite autrement, et donc pouvait être suspecte. C'est là, dans cette tension, que se forme quelque chose de décisif. L'idée que le langage peut mentir sans même vouloir mentir, qu'il peut devenir automatique, qu'il peut se vider, qu'il peut continuer à fonctionner alors que la pensée s'est retirée. Un homme dit « je vous comprends », mais il ne comprend pas. Un autre dit « c'est évident », et rien n'est évident. On dit « toujours »,« jamais »,« tout le monde ». Et ces mots-là écrasent les nuances, écrasent les individus. Ionesco, jeune, ressent cela comme une menace. Pas une menace abstraite, une menace quotidienne. Il écrit de la poésie, il écrit des textes critiques, il se fait remarquer. Il a le goût de la formule, mais il se méfie des formules. Contradiction féconde. Il peut être mordant, parfois injuste, souvent lucide. Il regarde la littérature comme un champ de bataille où l'on se dispute des positions, des écoles, des appartenances, et lui, il n'aime pas appartenir. Ou plutôt, il aimerait appartenir sans se dissoudre. Il aimerait être avec les autres sans devenir les autres. C'est une douleur. C'est aussi une source d'énergie. Dans cette Roumanie de l'entre-deux-guerres, la question de l'identité est partout. Être roumain, être européen, être moderne, être traditionnel. Les mots deviennent des drapeaux. Les drapeaux deviennent des mots. Et plus les mots se chargent, plus ils deviennent dangereux. Ionesco voit des amis, des camarades, des intellectuels se passionner, se radicaliser, se durcir. Il voit la séduction des idées totalisantes, celles qui expliquent pas mon tout, celles qui promettent une pureté, une grandeur, une communauté enfin unie. Il voit aussi la peur de ne pas être du bon côté, la peur d'être exclu, la peur d'être seul. Cette peur-là, il la connaît intimement. Il la porte comme une maladie chronique. La solitude l'effraie, mais la foule l'effraie davantage. La foule qui parle d'une seule voix, la foule qui rit au même moment, la foule qui décide que l'évidence est évidente. Dans les cafés, dans les cercles littéraires, dans les discussions enflammées, il entend parfois un bruit de pas qui se synchronise, pas encore des bottes, pas encore des défilés, mais déjà une cadence. Et cette cadence, il la déteste. Il y a aussi chez lui, très tôt, une obsession plus métaphysique, plus intime. La mort, non pas la mort héroïque, non pas la mort romantique,
la mort comme scandale, comme absurdité brute, comme trou dans le tissu des jours. Beaucoup d'écrivains parlent de la mort. Chez Ionesco, elle n'est pas un thème. Elle est une présence. Elle rend tout le reste suspect. À quoi bon les discours, les systèmes, les grandes causes, si tout finit dans le silence? Cette pensée n'apaise pas. Elle ronge, elle pousse à chercher une vérité qui ne soit pas un slogan. Et pourtant, il n'est pas un ascète. Il aime le jeu, il aime le comique, il aime le déraillement des phrases, les glissements de sens, les répétitions qui deviennent folles. Il y a chez lui une joie enfantine à voir le langage se retourner contre lui-même. Comme un mécanisme qui s'emballe, cette joie n'est pas légère. Elle est une manière de survivre. Rire, parce que sinon, on étouffe. Rire, parce que le sérieux est souvent une imposture. Rire, parce que le monde est trop étrange pour être raconté avec des phrases bien rangées. Dans les années 1920 et au début des années 1930, il se construit donc dans un climat où l'on exige des positions, où l'on demande « tu es avec qui ?» où l'on soupçonne celui qui hésite, où l'on méprise celui qui dote. Ionesco doute, il doute même de son doute, et ce doute, loin de le rendre neutre, le rend hypersensible. Il repère les contradictions, les hypocrisies, les emballements. Il voit comment une conversation peut devenir un tribunal, comment une idée peut devenir une injonction, comment une amitié peut se transformer en appartenance. Il y a, dans sa biographie, cette fracture fondamentale. Il n'a pas une origine simple, il n'a pas une langue unique, il n'a pas une patrie évidente, et au lieu de combler cette fracture par une doctrine, il la garde ouverte. Elle saigne parfois. Elle éclaire aussi, elle lui donne un regard de biais, un regard qui ne se laisse pas hypnotiser facilement. C'est un regard d'exilé intérieur, dans les amphithéâtres, dans les bibliothèques, dans les chambres où l'on écrit tard, la nuit, avec une lampe qui fait un cercle de lumière sur le papier, il apprend la discipline des mots. Il apprend aussi leur trahison. On peut écrire une phrase parfaite, et elle peut être vide. On peut écrire une phrase maladroite, et elle peut être vraie. La littérature, pour lui, n'est pas un temple. C'est un champ d'expérience. Et l'expérience la plus troublante, c'est celle-ci. Plus on parle, plus on risque de ne rien dire. Il y a des moments où il se sent presque français, par la culture, par la langue, par une certaine idée de la clarté. Et puis, il y a des moments où il se sent irrémédiablement roumain, par la mémoire, par la douleur, par la violence sourde des relations familiales et sociales. Cette oscillation n'est pas un simple balancement. C'est une tension qui fatigue. Elle donne l'impression de ne jamais être au bon endroit, même quand on est applaudi, même quand on est publié, même quand on est entouré, et c'est peut-être là que se prépare, sans qu'il le sache encore, le futur dramaturge. Dans cette incapacité à se fixer, dans cette sensation que la réalité est toujours légèrement décalée, comme un décor mal ajusté, le théâtre, plus tard, sera l'art idéal pour cela. Un lieu où l'on voit le décor, où l'on entend les mots, où l'on perçoit immédiatement quand quelque chose sonne faux. Mais pour l'instant, il n'est pas encore l'homme du théâtre. Il est un jeune écrivain, un lecteur vorace, un critique parfois féroce, un être inquiet. La Roumanie de ces années-là est un pays où l'on peut passer, en quelques rues, d'une modernité affichée à une pauvreté brutale, où l'on peut entendre du français dans les salons et du roumain rugueux dans les marchés, où l'on peut lire des poètes d'avant-garde et, le lendemain, assister à des discours enflammés sur la nation, la pureté, la destinée. Cette coexistence de registres, cette cacophonie, Ionesco la respire. Elle lui donne le goût du contraste, elle lui donne aussi la nausée. Il y a une scène, au sens large, qui se met en place. Celle d'une société où les mots deviennent des uniformes, où l'on apprend à parler comme il faut pour être accepté, où l'on répète des formules pour ne pas être suspect. Et lui, Ionesco, sans que répéter, c'est déjà céder. Céder un peu, puis beaucoup, puis totalement. Il ne le formule pas encore en fable,
Il le vit comme une inquiétude diffuse, comme un malaise qui revient dès qu'un groupe se met à parler trop d'une seule voix. Dans sa vie personnelle, la relation au père est un nœud. Un père juriste, homme de loi, homme de structure, qui incarne une certaine idée de l'ordre. Face à lui, un fils qui ressent l'ordre comme une menace quand il devient rigidité. Cette tension familiale n'est pas seulement psychologique, elle est symbolique. Elle oppose la règle et l'inquiétude, la norme et l'écart, la phrase administrative et la phrase poétique, et Ionesco, toute sa vie, aura cette allergie à la langue qui se prend pour une loi. Il y a aussi la mère, française, figure d'un autre monde, d'une autre sensibilité, d'une autre possibilité d'être, même quand elle est absente, elle est là comme une alternative, comme une porte, comme une promesse de retour. Cette promesse, longtemps, restera incertaine, et l'incertitude, chez Ionesco, n'est pas un simple l'état, c'est une matière. Il écrit avec ça, il pense avec ça, il souffre avec ça. À mesure qu'il avance vers l'âge adulte, il se rend compte que la littérature n'est pas seulement une affaire de style, c'est une affaire de position dans le monde. Et lui refuse les positions trop nettes, il refuse les étiquettes, il refuse les appartenances qui exigent un renoncement. Il peut admirer, il peut critiquer, il peut se contredire. Il n'aime pas les lignes droites. Les lignes droites mènent souvent à des murs. Dans les années 1930 qui approchent, l'Europe se charge d'électricité. On le sent dans les journaux, dans les conversations, dans les regards. Les crises géopolitiques, les radicalisations, les mouvements de masse, tout cela n'est pas encore l'horreur accomplie, mais c'est déjà une atmosphère, et dans cette atmosphère, les individus cherchent des certitudes comme on cherche un abri. Les certitudes deviennent contagieuses. Elles se transmettent par admiration, par peur, par fatigue. Ionesco, lui, a une constitution qui réagit mal à cette contagion. Il a comme une fièvre inverse. Plus les autres s'enthousiasment, plus il se refroidit. Ce qui le sauve, c'est le travail des mots. Mais les mots, encore une fois, sont ambigus. Ils peuvent nous sauver, ils peuvent perdre, ils peuvent éclairer, ils peuvent hypnotiser, il le comprend de manière presque corporelle. Quand une phrase a été répétée trop souvent, elle devient un bruit. Quand un mot est brandi comme un drapeau, il cesse de signifier. Quand une idée devient un mot d'ordre, elle cesse d'être pensée. Et lui, Ionesco, veut penser, même si penser fait mal, même si penser isole. Il y a dans sa jeunesse une accumulation de petites scènes qui, plus tard, prendront une dimension presque mythique dans la lecture de son œuvre. Des discussions où l'on sent la pression du groupe, des amitiés qui se fissurent sur des positions idéologiques, des moments où l'on se surprend à dire une phrase qu'on ne pense pas vraiment, juste pour éviter un conflit. Ces moments-là sont minuscules, mais ils laissent des traces, ils apprennent à quel point il est facile de glisser, de s'habituer, de se transformer sans s'en rendre compte. Et pourtant, il ne devient pas un moraliste, il ne devient pas un prédicateur, il n'a pas le tempérament de celui qui distribue des leçons, il a plutôt le tempérament de celui qui montre l'emballement, qui met le doigt sur le ridicule, qui révèle la mécanique. Il observe comment une conversation peut tourner à vide, comment deux personnes peuvent y parler sans se rencontrer, comment les mots peuvent se multiplier et la communication disparaître. Cette observation, au départ, est presque comique. Puis elle devient inquiétante. Puis elle devient vertigineuse. Dans les années 1920, le jeune Ionesco est donc déjà un homme de fracture, franco-roumain ou roumano-français, selon l'angle. Ni tout à fait d'ici, ni tout à fait de là-bas. Il porte en lui une nostalgie de la France et une réalité roumaine qui le façonne. Il porte aussi une sensibilité qui ne supporte pas la simplification, et autour de lui, le monde simplifie. Le monde se durcit. Le monde se prépare à exiger des choix. Il y a quelque chose de presque tactile dans cette époque. Le papier des journaux, l'encre, les affiches, les slogans peints, les livres qu'on s'échange, les cafés enfumés où l'on parle trop fort, les couloirs d'université où l'on croise des regards
qui juge. Ionesco traverse tout cela avec une attention aiguë. Il n'est pas un héros au sens traditionnel, il n'est pas un homme d'action, il est un homme qui ressent, et ce qu'il ressent, c'est l'écart entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, entre ce qu'ils proclament et ce qu'ils deviennent. Cette jeunesse, enfin, est marquée par une découverte essentielle. L'absurde n'est pas une invention littéraire, c'est une donnée de l'existence. On peut vouloir être cohérent, et la vie vous contredit. On peut vouloir être stable, et le sol se dérobe. On peut vouloir appartenir, et l'appartenance vous dévore. On peut vouloir aimer, et l'amour se transforme en conflit. On peut vouloir comprendre, et le monde se met à parler une langue étrangère. Ionesco n'a pas encore écrit ses pièces. Il n'a pas encore fait entrer sur scène ces dialogues qui tournent en rond, ces personnages qui s'accrochent à des mots comme à des bouées, ces situations qui basculent du banal au cauchemar, mais tout est déjà là, en germe, dans l'enfance éclatée, dans l'identité double, dans la sensation précoce que le langage est une surface glissante. Un enfant entre deux pays apprend très tôt que la réalité peut changer quand on change de mot, et qu'un mot, parfois, suffit à vous faire passer d'un côté à l'autre. Il avance, jeune homme, dans une Europe qui se crispe, avec une inquiétude qui ne le quittera plus. Une inquiétude qui n'était pas seulement politique, même si la politique la nourrit, une inquiétude métaphysique, presque cosmique, celle d'être vivant dans un monde où les certitudes sont des masques, où les systèmes, promettant le salut, et fabriquent des prisons, où la foule peut devenir une force qui écrase tout ce qui dépasse, et au milieu de ce vacarme qui monte, il y a une voix intérieure qui cherche à rester humaine, pas héroïque. Humaine, une voix qui trébuche, qui hésite, qui rit, qui se tait, qui recommence. Une voix qui sait déjà, sans le dire, que la transformation la plus dangereuse n'est pas celle qui arrive d'un coup, dans un éclair, dramatique, mais celle qui s'installe doucement, par habitude, par imitation, par fatigue. Une voix qui, pour l'instant, se contente d'écrire, de lire, de regarder, de se sentir étranger. Et c'est précisément dans cette étrangeté que se forge l'écrivain qui, plus tard, fera du théâtre un miroir déformant. Un miroir, si déformant qu'il finit par dire la vérité. Bucarest, au début des années 30, a cette lumière un peu poussiéreuse, qui tombe sur les façades comme un voile. On l'appelle le Petit Paris. On s'en flatte, on s'en grise, on s'y accroche. Les vitrines veulent ressembler à celles des boulevards français. Les cafés servent des conversations longues comme des après-midi. Les journaux s'empilent. Les revues littéraires naissent et meurent à un rythme de fièvre. Mais derrière le vernis, il y a une nervosité, une impatience, une faim d'absolu. Et, dans les couloirs de l'université, dans les cercles d'écrivains, dans les salons où l'on parle de poésie comme d'une religion, on sent déjà que les mots ne sont plus seulement des mots, ils deviennent des signes de ralliement. Eugène Ionescu a l'âge où l'on veut être reconnu, où l'on veut compter, où l'on veut appartenir, et où en même temps, on étouffe. Dès qu'on vous demande de choisir un camp, il étudie à l'université de Bucarest, à la faculté des lettres. Il lit avec voracité, il écrit, il fréquente les milieux littéraires, il a ce tempérament de critique qui ne pardonne pas facilement, qui repère la pause, qui déteste la fausse profondeur. Il publie des textes, il se fait un nom dans les revues. Il peut être tranchant, parfois cruel, il a le goût de la démolition, mais ce n'est pas la joie de détruire pour détruire. C'est une réaction allergique à l'emphase, au ton prophétique, à la littérature qui se prend pour un tribunal. La Roumanie de ces années-là est un pays jeune et vieux, à la fois jeune par ses institutions modernes, par son désir d'Europe, par son ambition culturelle, vieux par ses réflexes de clan, par ses hiérarchies sociales, par ses campagnes immenses, où la pauvreté n'est pas une idée mais une matière. Et dans ce mélange, la politique n'est pas un débat abstrait, c'est une pression, une présence, une manière de respirer. On parle de la nation comme d'un corps qu'il faudrait purifier, on parle de l'histoire comme d'un destin, on parle de l'Occident comme d'une tentation
ou comme d'une trahison. Les mots authenticité, tradition, renouveau circulent comme des pièces de monnaie. On les donne, on les reçoit, on les dépense. Ionesco, lui, a déjà cette méfiance instinctive envers les grands mots. Il les a vus changer de sens selon la bouche qui les prononce. Il les a vus servir à flatter, à exclure, à humilier. Il sait que le langage peut devenir une machine autonome, un mécanisme qui tourne sans penser, et plus il avance dans ses années 30, plus il voit cette machine s'emballer. Dans les cafés de Bucarest, on discute avec une intensité presque théâtrale. Les tables sont petites, les cendriers débordent, les voix montent. On cite des auteurs, on se coupe la parole, on rit trop fort, on se tait soudain quand quelqu'un entre. Les amitiés se font et se défont sur une phrase suffit. Un mot de trop, un mot pas assez. Et Ionesco observe ce phénomène avec une attention qui n'était pas seulement intellectuelle. C'est une attention de survivant. Il sent que la conversation peut devenir un piège, qu'un groupe peut vous aspirer, qu'on peut se surprendre à acquiescer, juste pour ne pas être seul. Ce n'est pas encore la guerre, mais c'est déjà l'époque où l'Europe se met à marcher au pas. L'Allemagne hitlérienne est là. Comme une ombre qui s'allonge, l'Italie fasciste a déjà donné l'exemple d'une esthétique de la masse, d'une politique du spectacle. L'Union soviétique, de l'autre côté, impose ses dogmes et ses purges, et même ceux qui n'en savent pas les détails sentent la dureté d'un système qui exige l'adhésion totale. Entre ces pôles, les pays d'Europe centrale et orientale vibrent, se crispent, cherchent de leur voie. Et souvent, la voie la plus simple, la plus séduisante, c'est celle qui promet l'unité. Une unité contre quelqu'un, une unité par exclusion. En Roumanie, la garde de fer, mouvement d'extrême droite, gagne du terrain. Elle attire des jeunes, des étudiants, des intellectuels. Elle parle de spiritualité, de sacrifice, de renaissance nationale. Elle a ses rites, ses chants, ses martyrs. Elle a cette capacité redoutable à transformer la politique en religion, et c'est là que le phénomène devient particulièrement dangereux, quand l'adhésion n'est plus seulement une opinion, mais une conversion. Quand on ne discute plus, on croit. Quand on ne nuance plus, on se donne. Ionesco voit des gens autour de lui se laisser prendre, des camarades, des écrivains, des esprits au brillants. Il voit comment l'intelligence peut servir à justifier l'injustifiable, comment la culture peut devenir un alibi, comment la poésie peut être enrôlée. Il voit aussi la mécanique intime, presque banale, de cette transformation. D'abord, on écoute, par curiosité, puis on approuve un point, sur le principe, puis on s'habitue au ton, puis on répète, puis on se surprend à parler comme les autres. Et un jour, on ne sait plus très bien quand on a basculé. Ce qui le frappe, ce n'est pas seulement la violence des idées, c'est leur contagion. Le fait qu'elles se transmettent comme une mode, comme une grippe, comme une musique qu'on se met à fredonner sans s'en rendre compte. Le bruit des pas qui s'accordent, les voix qui se synchronisent, les regards qui se durcissent, et au milieu, celui qui hésite devient suspect. Celui qui ne s'enthousiasme pas est un traître. Celui qui demande « pourquoi ?» est un gêneur. Ionesco n'a pas le tempérament du militant. Il n'a pas non plus celui du chef. Il est trop inquiet, trop ironique, trop conscient de la fragilité des certitudes. Mais il n'est pas indifférent. Il souffre. Il se sent encerclé par des discours qui veulent peut-être le capturer. Et cette souffrance, il la transforme en écriture. Il écrit alors des textes critiques, des essais, des pamphlets. Il s'attaque à ce qu'il perçoit comme des impostures littéraires, des conformismes esthétiques. Il publie, il polémique. Il se place dans une position inconfortable, celle de celui qui refuse les orthodoxies, quelles qu'elles soient. Or, dans une époque qui se radicalise, refuser les orthodoxies, c'est se condamner à être attaqué de tous côtés. On vous reproche de ne pas choisir, on vous reproche de ne pas être utile, on vous reproche de ne pas servir la cause, et lui, précisément, se méfie des causes quand elles exigent qu'on cesse de penser,
Il se méfie des causes quand elles demandent un langage prêt-à-porter, il se méfie de la phrase qui commence par « il faut », il se méfie de la phrase qui finit par « donc », il se méfie de la logique qui écrase l'humain, dans cette Roumanie où l'on attend des écrivains qu'ils soient des guides, des prophètes, des porte-voix. Ionesco est un écrivain qui doute de la voix, qui doute du porte-voix, qui doute du guide. Il a cette sensation que plus on parle au nom de quelque chose, plus on risque de parler contre quelqu'un, et que, très vite, le « nous » devient une arme. Il y a aussi, dans ces années, une dimension intime, presque domestique, qui pèse sur lui. La relation au père, juriste, homme d'ordre, n'est pas seulement une affaire familiale. C'est une confrontation avec une certaine idée de la norme. Le père représente la structure, la loi, l'administration, la carrière. Le fils, lui, est attiré par la littérature, par l'incertain, par le jeu et l'angoisse. Deux manières d'habiter le monde, deux manières de respirer. Et dans une société qui valorise l'autorité, la discipline, la réussite visible, l'écrivain en devenir ressemble à un corps étranger. Ce corps étranger, Ionesco le ressent aussi dans sa langue. Le roumain est son quotidien, sa scolarité, ses débats, mais le français reste une présence intérieure, une mémoire, une précision. Il y a des choses qu'il pense mieux en français, des nuances qu'il entend mieux, des ironies qui lui viennent naturellement dans cette langue-là. Et cette dualité n'est pas un luxe, c'est une fracture. Elle le rend plus sensible à la manière dont les mots peuvent être manipulés, car quand on vit entre deux langues, on sait que le même concept n'a pas la même texture, pas la même violence, pas la même musique. On sait que traduire, ce n'est pas transporter un sens intact, c'est le transformer. Dans les années 30, il devient professeur de français, métier concret, quotidien, presque humble, préparer des cours, corriger des copies, expliquer des règles, faire répéter des phrases. Et là, dans cette pratique pédagogique, il touche du doigt quelque chose d'essentiel. La langue comme automatisme. Les élèves apprennent des formules, ils les récitent, ils les répètent, ils les utilisent sans toujours les comprendre. La langue devient un exercice, une gymnastique. Et Ionesco, qui a déjà cette obsession du décalage entre mots et réalité, voit dans cette mécanique scolaire une miniature de la mécanique sociale. On répète pour être accepté. On répète pour avoir une bonne note. On répète pour ne pas être puni. On répète pour ne pas être exclu. Répéter. Encore. Toujours. Pendant ce temps, l'Europe se ferme. Les frontières deviennent plus lourdes. Les visas, les papiers, les contrôles. Les journaux annoncent des crises, des coups de force, des alliances. La guerre d'Espagne éclate en 1936 et elle agit comme un aimant idéologique. Chacun y projette ses rêves, ses peurs, ses certitudes. Les intellectuels européens se divisent, s'enflamment, s'accusent, et en Roumanie, cette polarisation nourrit encore davantage les radicalismes. On ne veut plus seulement écrire, on veut être du bon côté de l'histoire. On veut être dans le sens du vent, on veut être dans la foule qui avance. Ionesco, lui, a peur de la foule qui avance, pas par snobisme, par instinct. Il a vu trop de fois comment la foule peut se tromper avec enthousiasme, comment elle peut aimer ce qu'elle détruira demain, comment elle peut applaudir aujourd'hui et dénoncer demain, et surtout, comment elle peut rendre l'individu interchangeable. Cette peur n'est pas abstraite. Elle est nourrie par des expériences directes, par des scènes de la vie intellectuelle roumaine, où l'on sent la pression du groupe, on imagine un cercle d'amis, des gens qui se connaissent depuis des années, qui ont lu les mêmes livres, qui ont ri des mêmes blagues. Et puis, un soir, la conversation change de ton. Quelqu'un prononce un nom avec admiration, un autre acquiesce, un troisième se tait. Le silence devient un aveu. On vous regarde. On attend votre signe. Un signe suffit, un sourire, un mot. Et si vous ne donnez pas le signe, vous sentez la distance se créer, comme une vitre qui descend lentement,
entre vous et les autres. C'est cela, la contagion. Pas seulement l'idée, mais le climat. Pas seulement le discours, mais la température de la pièce. Pas seulement la doctrine, mais le désir d'être ensemble. Ionesco emmagasine ses sensations, il ne les transforme pas encore en théâtre, mais elles s'impriment en lui comme des images obsédantes. Il voit des visages se fermer, il entend des phrases qui reviennent, identiques, d'une bouche à l'autre, il entend des mots qui deviennent des mots d'ordre. Il entend la langue se rigidifier, et il comprend que la langue, quand elle se rigidifie, prépare la violence, car une langue rigide ne supporte plus l'ambiguïté. Et quand on ne supporte plus l'ambiguïté, on ne supporte plus l'humain. En 1938, il quitte la Roumanie pour s'installer en France. Ce départ n'est pas une simple opportunité professionnelle ou un caprice d'écrivain. C'est un déplacement vital. Il obtient une bourse pour préparer une thèse sur la littérature française, sur le thème du péché et de la mort dans la poésie française. Sujet qui dit déjà quelque chose de son obsession métaphysique. Il part avec sa femme, Rodica Bourileanu, qu'il a dû épouser en 1936. Il arrive à Paris, à un moment où la ville, malgré ses cafés et ses lumières, sent l'approche de la catastrophe. Paris, à la fin des années 30, n'est pas seulement la capitale des arts. C'est une ville qui écoute les nouvelles avec une inquiétude sourde. Les accords de Munich en 1938 ont donné l'illusion d'un répit, mais c'est un répit empoisonné. On parle de paix, mais on prépare la guerre. On parle de raison, mais les événements démentent la raison. Dans les rues, on voit encore la vie ordinaire, les marchés, les métros, les vitrines. Mais dans les journaux, les titres sont des coups de marteau. Et pour Ionesco, qui porte déjà en lui la mémoire des radicalisations roumaines, Paris n'est pas un refuge absolu. C'est un autre théâtre où l'histoire s'apprête à entrer en scène. Il y a pourtant dans ce Paris-là quelque chose qui le nourrit, la langue française au quotidien, non plus comme souvenir ou comme idéal, mais comme matière vivante. Il entend les accents, les tournures, les banalités, il entend les conversations de comptoir, les formules de politesse, les automatismes. Il entend cette politesse française qui peut être une musique, mais qui peut aussi être une mécanique. Et il note, intérieurement, cette étrange chose. Même dans une société qui se croit rationnelle, la langue peut tourner à vide. Même dans une société qui se croit immunisée, les clichés prolifèrent, puis la guerre arrive. 1939. La mobilisation, les affiches, les uniformes, les trains, les rumeurs. Et en 1940, la défaite française, l'occupation, Vichy. Paris change de visage. Les drapeaux, les contrôles, les restrictions. La ville se couvre d'une autre lumière, plus grise, plus méfiante. La vie intellectuelle continue, mais sous surveillance, sous tension, avec des compromis, des silences, des prudences. Ionesco, étranger, se retrouve dans une situation délicate. Il n'est pas un acteur politique majeur, il n'est pas un résistant célèbre, il n'est pas un collaborateur en vue. Il est un homme qui traverse la guerre avec cette sensation d'irréalité qui deviendra plus tard une matière théâtrale. Le monde continue, mais il est détraqué. Les gestes ordinaires se font dans un décor d'absurdité. Pendant l'occupation, il vit en France mais pas toujours à Paris. Comme beaucoup, il connaît les déplacements, les incertitudes, les difficultés matérielles. Il travaille, il écrit, il survit, et surtout, il observe. Il observe comment les gens s'habituent, comment l'inacceptable devient quotidien, comment on apprend à contourner, à se taire, à faire semblant, comment la peur modifie la langue. On parle à demi-mot, on évite certains sujets, on utilise des périphrases, la langue devient prudente, la langue devient un labyrinthe. Et après 1945, la France libérée n'est pas une France apaisée. C'est une France qui juge, qui reconstruit, qui se divise autrement. Les procès, l'épuration, les règlements de compte, et puis la guerre froide qui s'installe, avec ses camps, ses fidélités, ses injonctions,
Dans le monde intellectuel, l'engagement devient une valeur cardinale. On demande aux écrivains d'être du côté de l'histoire, du côté du peuple, du côté de la révolution ou du côté de la liberté, selon les chapelles. On demande des œuvres qui expliquent, qui dénoncent, qui mobilisent. Le réalisme social, la littérature à message, les grandes causes, tout cela pèse sur l'air du temps. Et Ionesco, qui a fui une Roumanie où les idées totalisantes séduisaient, se retrouve dans une France où d'autres totalités idéologiques cherchent à s'imposer, pas les mêmes, pas avec les mêmes uniformes, mais avec la même tentation, réduire l'humain à une position, réduire l'art à une fonction, réduire la pensée à un alignement. Il y a là une ironie cruelle. L'homme qui se méfie des systèmes se retrouve entouré de systèmes. L'homme qui se méfie des discours se retrouve dans une époque qui adore les discours. L'homme qui a peur de la foule se retrouve dans un monde où les foules, même intellectuelles, veulent marcher ensemble. Il continue pourtant à travailler sur sa thèse, à vivre de petits emplois, à traduire, à enseigner. La vie d'un écrivain avant la reconnaissance, c'est souvent cela. Une économie fragile, des journées partagées entre le travail alimentaire et l'écriture, des soirées où l'on tente de sauver quelques heures pour lire, pour noter, pour penser. On imagine une chambre froide l'hiver, une table encombrée de papier, des livres ouverts, des phrases commencées, puis abandonnées. On imagine aussi la fatigue, cette fatigue qui rend les slogans encore plus dangereux, parce qu'ils offrent une facilité. Ils pensent à votre place, et Ionesco, précisément, refuse qu'on pense à sa place. Il y a, dans ces années d'après-guerre, une maturation silencieuse. Il n'est pas encore le dramaturge qui fera scandale. Il n'a pas encore trouvé la forme qui lui permettra de transformer ses obsessions en scène. Mais tout s'accumule. L'expérience roumaine des années 30, la vision de la contagion idéologique, l'expérience française de la guerre et de l'occupation, puis l'après-guerre avec ses nouvelles orthodoxies. Tout cela compose une sorte de sédiment, une couche après l'autre, et au centre toujours, cette sensation que le langage est à la fois l'outil et le piège, car ce qui le frappe, au fond, ce n'est pas seulement la violence des régimes. C'est la facilité avec laquelle les gens s'adaptent, la facilité avec laquelle ils trouvent des justifications, la facilité avec laquelle ils adoptent une nouvelle langue, une nouvelle morale, un nouveau ton, la facilité avec laquelle ils se transforment. La transformation n'est pas spectaculaire, elle est progressive. Elle commence par des mots, par des expressions, par des petites concessions, par des rires partagés, par des silences acceptés. Et un jour, on ne reconnaît plus la voix humaine sous le vacarme. Dans la France des années 40 et 50 naissantes, Ionesco est encore un homme en marge, franco-roumain, étranger devenu presque français, mais pas tout à fait. Il demande la nationalité française, qu'il obtiendra plus tard, en 1950. Il vit dans une société qui se reconstruit, qui se raconte, qui se donne des récits héroïques et des récits accusateurs. Et lui, il n'aime pas les récits trop cohérents. Il a vu trop de cohérence mener au pire. Il a vu trop de logique devenir des machines à broyer. Alors il se replie, non pas par lâcheté, mais par nécessité intérieure, vers ce qui lui semble le plus vrai. L'expérience immédiate, la sensation, le détail, le ridicule, l'angoisse. Il se méfie des explications globales, il se méfie des philosophies qui prétendent tout englober, il se méfie même de sa propre tentation de conclure, et pourtant, il n'est pas un sceptique confortable. Il n'est pas un homme qui se contente de dire « tout se vaut ». Au contraire, il souffre de la bêtise, de la cruauté, de la facilité. Il souffre de la mort, toujours, comme d'un scandale. Il souffre de l'incommunicabilité, de cette impossibilité de se rejoindre vraiment par les mots. Et cette souffrance cherche une forme. Dans les cafés parisiens de l'après-guerre, on parle de Sartre, de Camus, de l'existentialisme, de la responsabilité, de l'engagement. On parle de théâtre aussi,
mais d'un théâtre qui doit dire quelque chose, qui doit servir. On parle de Brecht, de la distanciation, de la scène comme tribune. On parle de réalisme, de psychologie, de personnages vrais. Et Ionesco, qui a vécu la montée des fanatismes, entend dans cette exigence de message une autre forme de pression, moins brutale, plus élégante, mais pression tout de même. Il garde en lui une mémoire roumaine qui ne le lâche pas, la mémoire de ses amis devenus méconnaissables, la mémoire de ces conversations où l'on sentait la transformation à l'œuvre, la mémoire de cette ville où l'on se mettait à parler d'une seule voix, et cette mémoire se mélange à l'expérience française, l'occupation, les accommodements, les silences, les phrases prudentes, les phrases qui sauvent, les phrases qui trahissent, tout cela, un jour, devra sortir, mais pas sous forme de sermon, pas sous forme de doctrine, sous forme de scène, sous forme de cauchemar comique, sous forme de langage qui se dérègle. Pour l'instant, il avance dans une vie encore incertaine, avec cette sensation d'être toujours à côté, jamais tout à fait dans le centre. Il est en France, mais il porte la Roumanie comme une cicatrice. Il est dans la langue française, mais il entend en lui les échos d'une autre langue. Il est dans une époque qui adore les systèmes, mais il ne croit qu'aux fissures. Et plus l'époque se durcit, plus il s'accroche à cette idée, presque enfantine et presque désespérée. Si les mots peuvent le mentir, alors il faut les pousser jusqu'à ce qu'ils se trahissent eux-mêmes. Les faire répéter, les faire tourner, les faire s'épuiser, jusqu'à ce qu'on entende, derrière la mécanique, le vide, ou la peur, ou le rire. Le rire, chez lui, n'est pas une détente, c'est une alarme, et dans ce Paris d'après-guerre, où l'on reconstruit des murs et des certitudes, où l'on veut des œuvres utiles et des positions claires, un homme silencieux, obstiné, prépare sans le savoir une bombe étrange. Un théâtre où l'on ne pourra plus se cacher derrière la psychologie, derrière la logique, derrière les belles phrases. Un théâtre où la contagion ne sera pas un concept, mais un bruit, un martèlement, une métamorphose qui commence dans la langue et qui finit dans la peau. Tout commence, comme souvent chez lui, par une leçon de langue, pas une illumination mystique, pas un manifeste, pas une conversion esthétique, une leçon, un manuel, des phrases modèles, bien propres, bien repassées, avec leur sujet, leur verbe, leur complément, leur politesse de carton-pâte. Ionesco a déjà passé des années à vivre dans les mots des autres, ceux des idéologues, ceux des professeurs, ceux des critiques, ceux des moralistes. Et voilà qu'il se retrouve, un soir, à vouloir apprendre l'anglais sérieusement, comme on apprend une mécanique. Il ouvre une méthode assimile, il lit, il répète « My tailor is rich. The ceiling is above. The floor is below ». Des évidences, des tautologies, des phrases qui ne servent à rien, sinon à prouver qu'on sait les dire. Et c'est là que quelque chose se fissure, parce que ces phrases, à force d'être exactes, deviennent absurdes. À force d'être correctes, elles sonnent faux. Elles ressemblent à la vie, mais elles n'ont pas de vie. Elles sont des coquilles, des automatismes, des gestes de bouche. Et Ionesco, qui a toujours eu cette sensibilité presque douloureuse au décalage entre le mot et la chose, entend soudain le cliquetis de la langue comme on entendrait une machine tourner dans une pièce vide. Il note, il recopie, il accumule ses banalités comme on accumule des preuves, et plus il recopie, plus il a l'impression que la langue, au lieu de rapprocher les êtres, les éloigne, qu'elle fabrique des silhouettes, qu'elle remplace la pensée par des formules, qu'elle donne l'illusion de communiquer, alors qu'on ne fait que se renvoyer des balles de ping-pong verbal, la conversation comme sport, la conversation comme rituel, la conversation comme anesthésie. Ce n'est pas encore du théâtre, c'est une expérience de laboratoire, mais un laboratoire domestique, sur une table encombrée, avec une lampe qui fatigue les yeux, dans un Paris où l'après-guerre a remis des vitrines, des journaux, des cafés, mais où l'air reste chargé de cendres invisibles. On reconstruit, oui,
On repeint, oui. On parle, surtout. On parle énormément. On parle pour expliquer. On parle pour juger. On parle pour se situer. On parle pour être du bon côté. Et lui, il écoute les phrases de toutes faites, les mots de passe, les intonations qui disent « Je suis des vôtres ». Il y a, dans ces années-là, une pression particulière sur les écrivains. La scène parisienne est dominée par l'idée que l'art doit servir une cause, servir une morale, servir une vision du monde. Le théâtre, plus que tout, est sommé d'être clair, de raconter, de dénoncer, de montrer des personnages vrais, des conflits vrais, des situations vraies. On veut du réalisme, ou du moins une illusion de réalisme. On veut des pièces qui ressemblent à des débats publics, des procès, des tribunes. On veut des œuvres qui prennent position, qui signent, qui s'engagent. Ionesco, lui, a déjà vu ce que devient une société quand tout le monde prend position, au même moment, avec les mêmes mots, dans la même direction. Il a vu la contagion, il a vu la conversion collective, il a vu des visages se durcir au rythme des slogans. Alors, quand on lui demande, même poliment, même élégamment, de faire du théâtre un instrument, il sent une vieille angoisse remonter. L'instrument, un jour, devient une arme. La phrase utile, un jour, devient une phrase obligatoire. Il n'a pas envie d'être un prédicateur. Il n'a pas envie d'être un professeur de morale sur scène. Il n'a pas envie d'expliquer le monde. Il veut montrer ce qui se passe quand le monde se détraque. Et surtout quand il se détraque sans bruit, sans explosion, par simple répétition. Il transforme donc ses notes de manuel en dialogue. Il imagine un couple anglais, très respectable, très correct, très vide, Monsieur et Madame Smith. Ils parlent de tout et de rien, ils parlent pour parler. Ils parlent comme on respire, mais un air sans oxygène. Ils énoncent pas des vérités plates, des informations inutiles, des souvenirs qui ne mènent nulle part. Et plus ils parlent, plus la parole se détache d'eux, devient autonome, devient une sorte de bête mécanique qui continue, même quand l'humain n'est plus là. Le titre, au départ, devait être l'anglais sans peine, comme la méthode. Puis il devient la cantatrice chauve, à cause d'un accident de répétition, d'une phrase mal dite, d'un glissement. Une cantatrice chauve, une image qui n'explique rien, et qui justement ouvre un gouffre. On ne sait pas qui elle est, on ne la verra pas, elle n'a pas de fonction. Elle est là comme un objet tombé du ciel, au milieu d'une conversation de salon, et ce non-sens, loin d'être gratuit, agit comme une alarme. Quelque chose ne colle pas. Quelque chose est faux dans la manière dont on parle, donc dans la manière dont on vit. Ionesco n'arrive pas au théâtre par la tradition théâtrale, il n'arrive pas en disciple de Molière ou de Racine, même s'il les connaît, même s'il les a lus, même s'il a enseigné la littérature française. Il arrive par la langue, par la grammaire, par la répétition, par l'usure. Et c'est une entrée en scène presque scandaleuse, parce qu'elle refuse les règles implicites du métier. Pas de psychologie, pas de évolution logique, pas de progression dramatique au sens classique. Les personnages ne se révèlent pas, ils se décomposent, ils ne se comprennent pas, ils se heurtent, ils se répètent, ils s'enferment dans des clichés comme dans des pièces sans fenêtres. La première création de la cantatrice chauve a lieu en 1950 au Théâtre des Noctambules, à Paris, mise en scène par Nicolas Bataille. Une petite salle, un public qui ne sait pas exactement ce qu'il vient voir. On est dans une ville où les théâtres existent, où les habitudes sont solides, où l'on aime reconnaître les formes. Et là, on ne reconnaît rien. Ou plutôt, on reconnaît trop. On reconnaît la conversation bourgeoise, la politesse, les banalités, mais poussé jusqu'à l'os, à ce que l'os devienne grotesque. La réception est d'abord froide, perplexe, parfois hostile. On rit, mais on ne sait pas pourquoi. On s'agace, on s'ennuie, on se demande où est l'histoire, on se demande où est le sens, on se demande si on se moque du public. Et Ionesco
qui a toujours eu une relation nerveuse avec les institutions et les attentes, se retrouve face à ce mur. Faire exister un théâtre qui ne donne pas ce qu'on attend, dans un milieu qui vit d'attentes. Il y a, dans cette période, une chose essentielle, la marginalité matérielle. Ionesco n'est pas un auteur installé, il n'a pas de réseau puissant, il n'a pas de machine de promotion. Il vit encore dans une économie fragile. Il écrit, il cherche des scènes. Il dépend de metteurs en scène qui acceptent de prendre un risque. Et le risque est réel. Un théâtre qui ne raconte pas, normalement, peut être perçu comme une plaisanterie, une provocation, un caprice d'intellectuel. Mais il insiste, il écrit encore, et très vite, on comprend que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas un gag, que ce n'est pas une simple fantaisie linguistique, il y a une cohérence, une obsession, une vision sombre, mais qui passe par le rire. Un rire qui n'est pas confortable, un rire qui gratte. En 1951, il donne la leçon. Là, le décor est plus simple, presque clinique. Un professeur, une élève, une bonne. Une situation banale, presque rassurante. Et pourtant, la langue devient une arme. Le professeur parle, explique, démontre, corrige. Il impose, il écrase. Il entraîne l'élève dans un tourbillon de mots, de règles, de pseudologique. La pédagogie se transforme en domination. La rationalité devient délire. Et au bout, il y a la violence. Pas une violence spectaculaire au départ. Une violence qui naît de la parole, elle-même, de son autorité, de sa capacité à enfermer l'autre dans un système. On pourrait croire que c'est une satire de l'école. Ce serait trop simple. C'est une scène de pouvoir, une scène où l'on voit comment un discours peut hypnotiser, comment il peut faire plier, comment il peut faire taire. Et là encore, Ionesco ne fait pas un discours sur le pouvoir. Il le fait sentir, il le fait entendre, il le fait monter comme une fièvre. Puis vient les chaises, en 1952. Deux vieux, dans une pièce vide, qui installent des chaises pour des invités invisibles. Ils parlent à des absents. Ils préparent un événement. Ils attendent un orateur qui doit délivrer un message au monde. Et plus les chaises s'accumulent, plus le vide devient palpable. La scène se remplit d'objets, mais l'humanité manque. Et quand l'orateur arrive enfin, il est muet. Ou plutôt, il parle, mais sa parole est incompréhensible. Le message attendu se dissout, la promesse de sens s'effondre. C'est là, peut-être, que se dessine le paradoxe le plus profond de son théâtre. Il met en scène l'attente d'un sens, l'attente d'une parole qui sauverait, et il montre l'échec. Non pas pour dire que tout est vain avec un sourire cynique, mais pour montrer la condition humaine telle qu'il la ressent. On cherche, on appelle, on construit des systèmes, on empile des chaises, et au bout, il y a le silence, ou le bruit, ou une langue qui se casse. Ce théâtre-là, on va bientôt l'appeler théâtre de l'absurde. L'étiquette circule, elle s'impose, elle simplifie, elle a l'avantage de donner un nom, donc de rassurer. On classe, on range. On met Ionesco à côté de Beckett, d'Adamov, de Genet parfois, comme si c'était une école, un mouvement, une doctrine. Ionesco n'aime pas les doctrines. Il se méfie des étiquettes, il sait qu'un mot peut devenir une cage. Absurde, c'est pratique, mais c'est dangereux. On peut croire que tout cela n'est qu'un jeu, qu'une négation, qu'un nihilisme chic. Or chez lui, l'absurde n'est pas une posture, c'est une expérience de la vie moderne, de la vie idéologique, de la vie quotidienne, où les mots se détachent trop des choses, où les gestes se répètent, où l'on s'habitue à l'inacceptable, où l'on finit par ne plus entendre ce qu'on dit. L'absurde, c'est quand la logique continue de fonctionner, alors que le monde est devenu illogique. C'est quand on garde les formes, mais qu'on a perdu le contenu. C'est quand on parle, mais qu'on ne se parle plus. Et ce qui est très frappant, c'est que ce théâtre, si souvent présenté comme anti-politique, naît d'une expérience politique très concrète, celle des années 30, des conversions collectives, des foules qui se mettent à parler d'une seule voix, simplement,
Ionesco refuse de transformer cette expérience en tract. Il refuse de la réduire à une thèse. Il préfère montrer la mécanique intime, comment la parole se dérègle, comment la pensée se fige, comment l'humain se retire. Dans les coulisses du Paris théâtral, cela crée des tensions, les critiques se divisent. Certains voient en lui un destructeur, un enfant terrible qui se moque du public, d'autres sentent qu'il y a là une vérité nouvelle, une manière de dire l'époque sans la flatter. Les metteurs en scène hésitent. Comment jouer ces textes? Comment diriger des acteurs quand les personnages ne sont pas des psychologies, mais des fonctions de langage, des rythmes, des obsessions? Comment faire entendre la musique des répétitions sans tomber dans la monotonie? Comment faire rire sans transformer le cauchemar en farce? Le métier, ici, devient un combat technique, un combat de plateau, parce que le théâtre de Ionesco n'est pas seulement une idée, c'est une partition. Il faut une précision d'horloger, il faut un sens du tempo, il faut savoir quand accélérer, quand laisser une phrase retomber comme un objet cassé. Il faut accepter que le sens ne soit pas donné par une explication, mais par une sensation. Et cela demande des acteurs capables de jouer le sérieux dans le ridicule, de ne pas surjouer l'absurde, de rester humain au milieu de la mécanique. Ionesco, lui, apprend aussi. Il apprend le théâtre en le faisant, il découvre les contraintes, la durée, l'espace, la respiration d'une salle, la réaction du public, le silence qui peut être un rejet ou une écoute. Il découvre la matérialité du décor, des accessoires, des entrées, des sorties. Il découvre que sur scène, une chaise n'est pas une chaise. C'est un signe, un poids, un obstacle, une présence. Il découvre que la répétition, au théâtre, n'est pas seulement un procédé, c'est une expérience physique pour l'acteur et pour le spectateur. On la subit, on la traverse, on en sort changé, ou agacé, ou troublé, et pendant que son théâtre cherche sa place, la France des années 50 continue de se raconter des histoires sur elle-même. La guerre est finie, mais elle n'est pas digérée. La guerre froide impose ses camps. Les débats intellectuels sont souvent des batailles rangées, on se soupçonne, on s'étiquette, on s'excommunie, on adore les grandes phrases, on adore les systèmes, on adore les explications globales. Et Ionesco, qui a une allergie aux explications globales, se retrouve à nouveau en porte-à-faux. Il y a un moment où cette tension devient publique. Sa querelle avec certains tenants du théâtre engagé, et notamment avec la figure écrasante de l'époque, Sartre, ce n'est pas seulement une dispute d'ego, c'est une dispute sur la fonction de l'art. D'un côté, l'idée que le théâtre doit être une arme, un outil de transformation sociale, un lieu de prise de conscience. De l'autre, l'idée que le théâtre doit d'abord être un lieu de vérité, sensible, de dévoilement des mécanismes, même si ce dévoilement ne se traduit pas en programme politique. Ionesco refuse qu'on lui demande ce que ça veut dire, comme on demanderait le résumé d'un tract. Il refuse qu'on réduise ses pièces à des messages. Il refuse qu'on lui impose une utilité, et ce refus, paradoxalement, le rend plus dangereux. Parce qu'un théâtre qui ne se laisse pas récupérer, qui ne se laisse pas traduire en slogan, échappe au camps, il dérange tout le monde. Il ne donne pas de confort idéologique, il ne permet pas de sortir de la salle en se disant « Voilà, j'ai compris, je suis du bon côté ». Il y a aussi, chez lui, une dimension plus intime, plus métaphysique, qui s'affirme au fil des pièces, la mort, l'angoisse, le vide, non pas comme thème décoratif, mais comme présence constante, comme bruit de fond. On peut rire chez Ionesco, mais on rit au bord d'un trou. On rit parce que sinon on tombe, et cette angoisse n'est pas abstraite. Elle est liée à sa biographie, à ses déchirures, à cette sensation d'être toujours entre deux langues, entre deux patries, entre deux appartenances, donc jamais tout à fait protégé par une identité stable. Dans Amédée, ou Comment s'en débarrasser, créé en 1954, un couple vit avec un cadavre qui grandit dans la pièce, un cadavre encombrant, impossible à cacher,
impossible à ignorer, qui envahit l'espace, qui déforme le quotidien. On peut y voir 1000 choses. La culpabilité, le passé, la mort, le secret, la décomposition des relations, mais ce qui frappe, c'est la matérialité de l'angoisse. Elle n'est pas un sentiment. Elle est un corps. Elle prend de la place. Elle empêche de circuler. Elle oblige à inventer des stratégies absurdes pour continuer à vivre. Et puis, il y a le nouveau locataire, où un homme emménage et fait entrer des meubles. Encore des meubles, toujours plus de meubles, jusqu'à ce que l'espace disparaisse. Là encore, la scène devient une métaphore concrète. L'accumulation, l'encombrement, la saturation. On remplit pour se rassurer, on remplit pour ne pas entendre le silence, on remplit jusqu'à l'étouffement, et le personnage, au milieu, se réduit, se perd, disparaît derrière ces objets. Ce sont des images simples, presque enfantines, mais qui agissent comme des cauchemars, parce qu'elles montrent une logique poussée jusqu'au bout, une logique quotidienne, une logique de bon sens, et quand on la pousse, elle devient monstrueuse. C'est cela, la méthode Ionesco. Prendre un mécanisme banal, la conversation, la leçon, l'attente d'un message, l'accumulation d'objets, et le laisser tourner, jusqu'à ce qu'il révèle sa face cachée, jusqu'à ce que le rire se coince dans la gorge, jusqu'à ce que le spectateur se dise « Mais oui, c'est comme ça, c'est exactement comme ça, et c'est insupportable ». Dans les années 50, il écrit beaucoup. Il publie aussi des textes théoriques, des prises de position, des réponses aux critiques, parce qu'on l'attaque, on le caricature, on le réduit, on le traite parfois de nihiliste, de clown, de destructeur. Et lui, qui n'aime pas les systèmes, se retrouve obligé de se défendre, donc de parler dans le langage des débats, donc de risquer, d'être pris au piège de ce qu'il déteste. La polémique, les camps, les mots d'ordre, mais il ne peut pas se taire. Il a trop vu ce que produit le silence quand il devient une habitude. Alors il répond, avec une énergie parfois nerveuse, parfois ironique, parfois blessée. Il insiste sur une chose. Il ne s'agit pas de faire du non-sens pour le plaisir du non-sens. Il s'agit de montrer que le sens officiel, le sens social, le sens idéologique, est souvent un non-sens déguisé, que la langue, quand elle se fige, devient une mascarade, que la logique, quand elle se croit absolue, devient un délire. Et pendant ce temps, le public change, lentement. Les petites salles deviennent des lieux de curiosité. Les spectateurs qui s'ennuient au théâtre traditionnel viennent chercher autre chose. Les jeunes metteurs en scène cherchent des textes qui cassent les habitudes. Les acteurs aiment ces partitions où l'on peut jouer autrement, où l'on peut être à la fois comique et tragique, mécanique et vivant. La cantatrice chauve, qui avait commencé comme un objet presque incompréhensible, trouve une seconde vie. Elle s'installe, elle s'enracine, elle devient un phénomène. Il y a un symbole fort. La pièce finit par être jouée de manière quasi continue, au théâtre de la Huchette, à partir de 1957, en alternance avec la leçon. 2 pièces courtes, 2 machines à dérégler la langue, 2 cauchemars comiques, qui deviennent, soir après soir, une sorte de rituel parisien. On entre dans cette petite salle comme on entrerait dans un cabinet de curiosité. On sait qu'on va entendre des phrases qu'on n'entend nulle part ailleurs. On sait qu'on va rire, mais d'un rire étrange. On sait qu'on va sortir avec une sensation de décalage, comme si la rue, dehors, parlait soudain un peu trop mécaniquement. Et c'est là que se produit un phénomène paradoxal. L'auteur qui refuse les systèmes commence à être institutionnalisé par la répétition même de ses pièces. Son théâtre, né contre les automatismes, devient un rendez-vous régulier, une habitude, un classique en train de naître, et cela porte en soi un danger. Être compris trop vite, être aimé pour de mauvaises raisons, être transformé en style, en recette, en absurde, de salon. Ionesco le sent, il le redoute, il ne veut pas être un fournisseur d'étrangetés, il ne veut pas être un fabricant de bizarreries.
Il veut de rester au plus près de ce qui l'obsède, la fragilité de l'humain face aux mécanismes, qu'ils soient de linguistique, sociaux, idéologiques. Il veut montrer comment on glisse, comment on s'habitue, comment on cède. Et plus il avance, plus cette obsession de la contagion mentale, déjà présente dans ses souvenirs roumains, se précise. Elle cherche une forme plus large, plus ample, plus directement lisible, sans devenir un sermon. Il a déjà montré des individus pris dans des machines de langage, il a déjà montré des couples étouffés par des cadavres ou des meubles, il a déjà montré des foules invisibles, des messages impossibles, mais il lui manque encore une grande image collective, une image qui contienne à la fois le comique, le cauchemar, la métamorphose et cette question qui le hante depuis Bucarest. Comment des gens ordinaires deviennent-ils autre chose, ensemble, sans même s'en rendre compte? Dans ses carnets, dans ses souvenirs, il y a des scènes qui reviennent, des amis qui changent de ton, des conversations qui se durcissent, des regards qui se synchronisent, des mots qui deviennent des mots d'ordre. Il y a aussi l'expérience française, l'occupation, l'habitude de l'inacceptable, la prudence de la langue, les euphémismes, les silences, deux pays, deux contextes, mais une même mécanique, la transformation progressive, presque douce, jusqu'au moment où il est trop tard. Son théâtre, à ce stade, est déjà une réponse à la pression idéologique de l'après-guerre, une réponse sans drapeau, une réponse sans programme, une réponse par la forme, par le dérèglement, par la mise à nu des automatismes. Et c'est précisément ce qui le rend si difficile à attaquer frontalement. On peut dire qu'on n'aime pas, qu'on ne comprend pas, qu'on s'ennuie, mais on ne peut pas facilement le récupérer. On ne peut pas le transformer en slogan sans le trahir. Il y a, dans cette période, une solitude particulière, la solitude de celui qui est reconnu, mais pas encore consacré, la solitude de celui qui commence à compter, mais qui reste suspecte. La solitude de celui qui a trouvé une voie, mais une voie qui ne ressemble à aucune autre, donc qui ne peut pas se fondre dans un cœur, et cette solitude est guidée et renforcée par sa propre nature. Ionesco n'est pas un mondain heureux. Il peut être sociable, il peut être brillant, mais il porte en lui une inquiétude qui le ramène toujours à l'essentiel. La mort, le vide, l'impossibilité de se comprendre, la facilité avec laquelle on se ment. Alors il continue. Il écrit, il corrige, il discute avec des metteurs en scène, il assiste aux répétitions, il écoute ces phrases dites par d'autres bouches, il entend ce que le papier ne dit pas, il entend les respirations, les hésitations, les rires du public, les silences, il ajuste, il apprend, il devient un homme de théâtre, non pas par vocation initiale, mais par nécessité. C'est sur scène que sa vision prend corps, et plus sa vision prend corps, plus elle se rapproche d'une image qui n'est pas encore nommée, mais qui est déjà là, comme une ombre, au fond du décor. Une image de métamorphose, une image de foule, une image de peau qui s'épaissit, de voix qui se déforme, de pas qui s'accordent, une image où l'on entendrait, au loin d'abord, puis de plus en plus près, un martèlement, un bruit lourd, un bruit qui couvre les paroles. Pour l'instant, il n'y a que les mots qui se dérèglent, les mots qui tournent, les mots qui se vident, les mots qui deviennent des objets. Mais on sent que ce dérèglement n'est pas seulement une expérience linguistique, c'est une préparation, une montée, comme si la langue, en se cassant, annonçait autre chose, la transformation des corps, la transformation des consciences, la transformation d'une ville entière. Et au milieu de cette montée, il y a toujours cette voix isolée, celle qui tente de rester humaine quand tout autour devient mécanique, une voix qui ne sait pas prêcher, une voix qui ne sait pas commander, une voix qui ne sait pas se fondre, une voix qui parfois ne sait même pas quoi dire, mais qui refuse de répéter, une voix qui s'accroche à une chose fragile, la possibilité de ne pas céder, même quand la phrase la plus simple, la plus tentante, serait de dire comme les autres. Le bruit, d'abord, n'est pas un slogan, ce n'est pas une fanfare. C'est un martèlement sourd,
comme si quelque part, derrière les façades d'une petite ville sans nom, on poussait des meubles trop lourds, on traînait des caisses, on cognait des portes. Un bruit qui ne demande pas la permission. Un bruit qui s'installe. Et puis, il y a la poussière. Une poussière fine, sèche, qui se lève au ras du sol, qui s'accroche aux chaussures, qui fait tousser. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas ce qu'elle annonce. On sait seulement qu'elle change l'air. Ionesco, à la fin des années 50, a déjà appris à se méfier des explications trop nettes. Il a appris que les mots « clairs » sont souvent des pièges, des boîtes où l'on enferme le réel pour ne plus le regarder. Il a appris aussi, à ses dépens, que le théâtre, dès qu'il touche quelque chose de vivant, se fait immédiatement entourer de commentateurs, de traducteurs, de douaniers du sens. On lui colle des étiquettes, on lui demande des certificats d'utilité, on lui réclame des intentions, et lui, nerveux, susceptible, parfois mordant, parfois blessé, répond, se défend, se contredit, se fatigue. Mais il y a une chose qu'il ne lâche pas, la sensation de la contagion. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une mémoire corporelle, la Roumanie des années 30, Bucarest et ses cafés, ses revues, ses cercles littéraires où l'on parle vite, où l'on brille, où on se jauge, où l'on se cherche des appartenances comme on se cherche un manteau pour l'hiver. Et puis, presque sans transition, les mêmes de visage, les mêmes voix, qui se mettent à parler autrement. Les mots changent de température, les phrases se durcissent, les plaisanteries deviennent des tests. On ne discute plus pour comprendre, on discute pour repérer, pour classer, pour exclure. Il a vu des amis basculer, pas des monstres, des gens cultivés, drôles, sensibles parfois, et un jour, ils ont une certitude dans la voix, une certitude qui dispense d'écouter, une certitude qui rend tout le reste suspect. Ce n'est pas seulement la politique, c'est une manière d'être au monde, une manière de marcher, de regarder, de rire, une manière de se sentir plus nombreux, donc plus vrai. Cette expérience-là, il la porte en lui comme une écharde. Et en France, après la guerre, il retrouve d'autres formes de pression, d'autres orthodoxies, d'autres mots d'ordre. On ne porte plus les mêmes chemises, on ne fait plus les mêmes saluts, mais la tentation est la même. Se fondre, se couvrir, se protéger par le groupe, être du bon côté, parler la langue du bon côté. Or Ionesco, lui, ne supporte pas la langue du bon côté, parce qu'il sait ce qu'elle coûte. Elle coûte la nuance, elle coûte le doute, elle coûte l'individu, elle coûte, au bout du compte, l'humain. Alors, quand il écrit Rhinocéros, il ne se dit pas « je vais faire une pièce politique », il se dit plutôt « je vais faire entendre ce bruit ». Le bruit des pas qui s'accordent, le bruit des corps qui deviennent plus lourds, le bruit d'une ville qui change de peau. Le rhinocéros, c'est une trouvaille de théâtre, une bête massive, archaïque, presque préhistorique, qui n'a pas besoin d'argumenter. Elle avance, elle écrase, elle fait trembler les planches, et surtout, elle est visible sans être montrée. Sur scène, on peut ne jamais voir un rhinocéros, et pourtant le sentir partout, par le fracas, par les vibrations, par les cris, par les murs qui tremblent, par les regards des personnages qui se tournent tous dans la même direction. C'est une pièce de son autant que de mots, une pièce où la parole, si bavarde au début, se fait peu à peu couvrir par autre chose, par un vacarme qui n'est pas seulement extérieur, un vacarme intérieur, celui de la transformation. La première scène, c'est presque du quotidien. Un dimanche, une place, des gens qui se croisent. On parle de tout et de rien, on se corrige, on chipote, on s'agace. Il y a Jean, impeccable, moralisateur, sûr de lui, qui reproche à Bérengère sa négligence, son manque de discipline, son air fatigué, son odeur d'alcool, et il y a Bérengère, justement, un homme ordinaire, pas héroïque, pas brillant, pas exemplaire, un homme qui boit au trot, qui arrive en retard, qui se sent mal dans sa peau, qui a l'impression de rater sa vie. Il n'a pas de doctrine, il n'a pas de posture, il a une gueule de bois existentielle, et c'est important,
Parce que chez Ionesco, la résistance ne vient pas forcément des plus purs, elle vient parfois des plus bancales, de ceux qui ne sont pas parfaitement adaptés, de ceux qui ne savent pas marcher au pas. Le rhinocéros surgit comme un accident, un événement absurde, impossible, et pourtant immédiatement absorbé par la conversation. On discute. Était-ce un rhinocéros d'Asie ou d'Afrique? Avait-il une ou deux cornes? On se dispute sur des détails zoologiques comme on se dispute sur des virgules, pendant que l'essentiel, l'irruption de l'inacceptable, glisse déjà vers l'habitude. C'est là que la mécanique ionésienne est la plus cruelle. Personne ne dit « c'est la fin du monde ». On dit « ce n'est pas possible ». Puis « c'est étrange ». Puis « il y a peut-être une explication ». Puis « après tout, ça arrive ». Et pendant qu'on cherche l'explication, on s'habitue. Le comique, ici, n'est pas un décor. C'est une arme. Le rire montre la vitesse à laquelle l'esprit humain se protège en réduisant l'événement à une querelle de spécialistes. On se rassure en classant, on se rassure en corrigeant, on se rassure en ayant raison sur un détail. Et pendant ce temps, la bête repasse. La contagion, dans Rhinocéros, n'est pas une métaphore vague. Elle est une progression. Elle a ses étapes, ses symptômes, ses justifications. On commence par dire « ce n'est qu'un cas isolé », puis il y en a plusieurs. Puis c'est une épidémie. Puis il faut vivre avec. Puis, au fond, ils ont l'air heureux. Puis, pourquoi pas moi? Ionesco a l'intelligence de ne pas faire de ses personnages des caricatures de militants, il fait des gens avec leur petite lâcheté, leur petite vanité, leur petite peur, et surtout avec leur besoin d'être cohérents avec eux-mêmes. Parce que la transformation, souvent, se fait au nom de la cohérence. On ne veut pas se sentir contradictoire. On préfère changer de peau plutôt que d'admettre qu'on s'est trompé. Jean, le moraliste, celui qui prêche l'ordre et la tenue, est l'un des premiers à basculer. Et ce n'est pas un hasard. Il y a, dans la morale rigide, une tentation de la force, une tentation de la pureté, une tentation de l'écrasement. Jean commence par défendre des principes, puis il défend la nature, puis il défend la puissance, puis il défend la bête. Et quand il se transforme, c'est une scène de théâtre d'une violence presque intime. La peau qui se tend, la voix qui se casse, la respiration qui devient souffle, la chambre qui ne contient plus le corps. On entend presque les os, et Bérengère, lui, assiste à cela comme on assiste à la décomposition d'un ami vivant. Il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas argumenter. Il n'a pas les mots, il a seulement une sensation. Quelque chose se perd, quelque chose d'irremplaçable. La pièce avance comme une ville qui se vide de ses humains, les collègues au bureau, les voisins, les figures secondaires. Chacun trouve sa raison. L'un invoque la logique, l'autre invoque la majorité, l'autre invoque la nature, l'autre invoque la beauté de la force. Et il y a ce personnage extraordinaire, Dudar, l'intellectuel raisonnable, celui qui ne veut pas dramatiser, celui qui explique, qui relativise, qui accuse les autres d'exagération. Il était moderne, Dudar, il est prudent, il était nuancé, il est, en apparence, l'antidote au fanatisme. Et pourtant, c'est lui qui rend la contagion acceptable, parce qu'il la rend discutable, parce qu'il la rend compréhensible, parce qu'il transforme l'horreur en débat. Ionesco règle ici ses comptes avec une tentation très française, très d'après-guerre, l'idée que tout se vaut, que tout s'explique, que tout est affaire de contexte, que l'indignation est naïve, que la fermeté est suspecte. Dudar ne crie pas, il sourit, il concède, il pèse le pour et le contre, et pendant qu'il pèse, la ville se transforme. Il y a aussi Bottard, l'homme qui nie, celui qui refuse de croire, non pas par esprit critique, mais par réflexe. Ce sont des mensonges, de la propagande, des inventions. Il nie jusqu'au moment où il ne peut plus nier, et alors il bascule d'un coup. La négation ici n'est pas une résistance, c'est un retard.
un retard qui finit par se payer. Et puis, il y a Daisy. Daisy, c'est l'amour possible, la douceur, la promesse d'une île à deux, au milieu du vacarme. Béranger l'aime, maladroitement, avec cette fin de chaleur qu'ont les gens qui se sentent seuls depuis longtemps. Daisy, au début, est humaine, fragile, inquiète. Elle voit bien que quelque chose ne va pas. Elle a peur, elle pleure. Elle cherche une issue, mais la contagion ne prend pas seulement par la peur. Elle prend aussi par la fatigue, par l'épuisement d'être différent, par l'épuisement de résister, par l'envie de ne plus se battre contre le bruit. Et c'est là que Rhinocéros devient insupportable, parce que la pièce ne se contente pas de montrer des conversions brutales. Elle montre la tentation du repos, la tentation de se dire « Après tout, ils ont l'air bien, ils sont ensemble, ils sont forts, ils ne doutent plus. » Le rhinocéros, c'est aussi la fin du doute. Ionesco, qui a toujours eu peur de la foule, ne la peint pas seulement comme une menace extérieure. Il la peint comme une promesse intérieure, la promesse de ne plus être seul, la promesse de ne plus être fragile, la promesse de ne plus être ridicule, la promesse de ne plus avoir à expliquer. Et c'est pour cela que la pièce touche si juste, parce qu'elle ne flatte pas le spectateur. Elle ne lui dit pas « Vous seriez du bon côté ». Elle lui montre que la transformation est séduisante, qu'elle a une musique, qu'elle a une beauté brutale, qu'elle a une simplicité. Le théâtre, ici, devient un laboratoire de sensations. Comment représenter une métamorphose collective, sans tomber dans le grotesque? Comment faire entendre des rhinocéros sans en montrer? Comment faire sentir que la ville entière change, alors qu'on est sur un plateau, avec quelques acteurs, quelques accessoires, quelques murs peints? La réponse est dans la mise en scène, dans le rythme, dans la précision, les portes qui claquent, les vitres qui tremblent, les cris au loin, les silences de soudain, quand un personnage comprend que quelqu'un, derrière la cloison, n'est plus quelqu'un. Les acteurs doivent rejouer la panique sans hystérie, l'absurde sans clin d'œil, le comique sans cabotinage. Sinon, tout s'effondre. Sinon, ce n'est plus un cauchemar, c'est une farce. Et Ionesco, qui a appris le théâtre en le faisant, sait que tout se joue là, dans la matérialité, dans la manière dont un bruit traverse une salle, dans la manière dont un acteur respire avant de dire une phrase, dans la manière dont un décor, soudain, devient trop petit, comme si les murs rétrécissaient. Rhinocéros est écrit à la fin des années 50. Créé en 1959, l'Europe est entrée dans une autre phase. La guerre est derrière, mais elle essaie partout dans les mémoires, dans les cicatrices, dans les procès, dans les silences familiaux. La guerre froide impose ses blocs, ses fidélités, ses soupçons. Les intellectuels se déchirent encore sur les responsabilités, sur les compromissions, sur les aveuglements, et dans ce climat, une pièce où tout le monde se transforme en bête ne peut pas rester neutre. On la lit, on la traduit, on la récupère, on la brandit. On y voit une allégorie du fascisme, évidemment, la Roumanie de la garde de fer, les chemises vertes, les conversions de salons devenues conversions de rue. On y voit aussi une allégorie du nazisme, de la masse, de la brutalité, de l'écrasement. Et très vite, on y voit une allégorie du stalinisme, du conformisme communiste, des purges, de la langue officielle qui remplace la langue humaine. Ionesco, lui, se retrouve dans une position délicate, parce qu'il n'a pas écrit un tract anticommuniste, ni un tract antifasciste. Il a écrit une fable sur la transformation, sur la facilité avec laquelle l'humain se laisse emporter. Et cette fable, justement parce qu'elle n'est pas attachée à un seul drapeau, devient universelle. Elle peut viser tous les totalitarismes, et même au-delà, toutes les modes, toutes les orthodoxies, toutes les pressions de groupe. C'est là que le paradoxe éclate au grand jour. L'homme qui se méfie des messages devient l'auteur d'une des plus puissantes paraboles politiques du siècle. Et plus on veut lui faire dire ce qu'il a voulu dire, plus sa pièce résiste, parce qu'elle ne fonctionne pas comme un discours.
Elle fonctionne comme une expérience, on la traverse. On en sort avec une sensation de poussière dans la gorge. La réception est forte, la pièce circule, elle s'impose, elle devient un repère. Et en même temps, elle déclenche des crispations. Certains veulent y voir une dénonciation précise, datée, utile à leur camp. D'autres s'agacent de son refus de choisir un camp de manière explicite. D'autres encore, plus subtils, comprennent que ce refus est précisément ce qui rend la pièce dangereuse. Elle ne permet pas de se rassurer en pointant du doigt un seul ennemi. Elle oblige à regarder la mécanique en soi, et Ionesco, dans les années qui suivent, devient une figure internationale. Joué, traduit, commenté. Il voyage, il donne des entretiens. Il écrit aussi en prose, des journaux, des textes où l'angoisse métaphysique affleure sans masque, où la peur de la mort, de la disparition, de l'insignifiance, revient comme une marée. Mais la consécration a un goût étrange, parce qu'elle ressemble à ce qu'il a toujours redouté. L'institution, la canonisation. Le moment où l'on vous transforme en monument, donc en objet inoffensif, le moment où l'on vous admire sans vous entendre, le moment où l'on vous cite au lieu de vous lire. En 1970, il est élu à l'Académie française. Le symbole est énorme. L'homme venu de Slatina, l'enfant partagé entre deux langues, l'écrivain qui a fait exploser la conversation bourgeoise et la logique, dramatique, se retrouve sous la coupole, dans cette institution qui incarne la langue, la norme, la tradition. On imagine le contraste, les habits d'Auvers, les épées, les discours, les formules. La France qui se regarde dans un miroir ancien, et pourtant, ce n'est pas seulement une ironie, c'est aussi une histoire d'appartenance. Ionesco a passé sa vie à être entre la Roumanie et la France, entre le français et le roumain, entre le désir d'être reconnu et la peur d'être avalé. L'Académie, c'est une reconnaissance officielle, presque paternelle, de la part de cette langue française qu'il a choisie, qu'il a servi, qu'il a malmenée aussi, comme on malmène ce qu'on aime. Mais être immortel dans une institution qui porte ce surnom, quand on est obsédé par la mort, c'est une plaisanterie noire, une plaisanterie ionésienne. On vous donne un titre qui nie ce qui vous hante, et lui continue de vieillir avec son angoisse. Il ne devient pas un sage apaisé, il devient un homme lucide, parfois amer, souvent inquiet. Le monde change. Les années 60 ont secoué les formes, les années 70 politisent autrement, les années 80 installant d'autres conformismes, d'autres langages, d'autres automatismes. Les rhinocéros, eux, ne disparaissent pas. Ils changent de peau, ils changent de vocabulaire, ils changent de vitesse. Ce qui frappe, quand on relit Rhinocéros à distance, c'est la précision psychologique. Oui, psychologique malgré tout. De la pièce. Ionesco refuse la psychologie traditionnelle, mais il connaît l'âme humaine. Il connaît ses ruses, il connaît ses fatigues, il connaît cette minute où l'on se dit « je ne veux plus être seul ». Cette minute où l'on se dit « peut-être que j'exagère ». Cette minute où l'on se dit « après tout, si tout le monde le fait ». La transformation chez lui n'est pas seulement une violence, c'est une normalisation par le bruit, par la répétition, par l'habitude. Et Bérengère, à la fin, reste. Il reste seul. Il n'est pas devenu un héros au sens classique. Il est toujours maladroit, toujours fragile, toujours un peu perdu. Mais il reste. Il entend les barrissements, il entend les murs trembler, il sent la ville entière devenue autre, et il s'accroche à une chose presque ridicule dans sa simplicité. Sa voix humaine, sa voix qui tremble, sa voix qui doute, sa voix qui ne sait pas convaincre, mais qui refuse de se taire. Ce refus, Ionesco le connaît. Il l'a vécu, il l'a payé, il l'a transformé en théâtre, et c'est peut-être là, dans cette obstination sans programme, que se trouve la force durable de son œuvre. Parce qu'elle ne dit pas « voici ce qu'il faut penser ». Elle dit « voilà comment on cesse de penser ». Elle ne dit pas « voici l'ennemi ».
Elle dit, voilà comment l'ennemi entre en nous par la porte de service, par la fatigue, par le désir d'être comme les autres. Dans les dernières années, Ionesco est un classique vivant, mais un classique inquiet. Il voit son théâtre joué, étudié, parfois domestiqué, on apprend. La cantatrice chauve à l'école, on cite rhinocéros comme une évidence, on transforme l'absurde en catégorie confortable, et lui, qui a toujours senti le danger des catégories, sait que même l'absurde peut devenir une routine, même la révolte peut devenir un style. Il écrit encore, il parle, il se replie aussi. Il habite Paris, cette ville qui l'a accueilli et qui l'a parfois mal compris. Cette ville où les cafés ont changé, où les débats ont changé, mais où la tentation de parler en phrases toutes faites reste intacte. Il regarde le siècle finir avec une sorte de tristesse attentive. Il n'a pas la foi dans le progrès. Il a la foi, au mieux, dans des instants de lucidité, dans des instants de présence, et la mort, toujours, est là. Pas comme un thème littéraire, mais comme une ombre quotidienne. Chez lui, l'humour n'est jamais loin de la tombe. Le rire est une manière de ne pas être écrasé, une manière de tenir debout quand le monde devient trop lourd. Le 28 mars 1994, il meurt à Paris. Il a traversé presque tout le XXe siècle européen. Ses idéologies, ses guerres, ses reconstructions, ses illusions, ses désillusions. Il a traversé 2 langues, 2 patries, et il a fait de cette fracture une force d'écriture. Il a pris la conversation la plus banale, et il l'a poussée jusqu'au vertige. Il a pris la foule, et il l'a transformée en troupeau de bêtes, non pour insulter les hommes, mais pour montrer à quel point l'homme peut renoncer à lui-même. Et quand on repense à ce bruit de pas qui s'accorde, à cette peau qui s'épaissit, à cette langue qui se dérègle, on comprend que le rhinocéros n'est pas seulement une image de l'histoire, c'est une image de la facilité, de la pente, de la douceur terrible avec laquelle on glisse vers le collectif, vers le simple, vers le fort. Rester humain chez Ionesco n'a rien d'héroïque. C'est même souvent humiliant, c'est être faible au milieu des puissants, c'est être seul au milieu des nombreux, c'est parler quand la parole ne sert plus à rien, sinon à ne pas barrir. Et cette voix isolée, au milieu du vacarme, continue de résonner longtemps après que le rideau est tombé, parce qu'elle ne promet pas le salut. Elle promet seulement une chose, minuscule et immense, ne pas se transformer. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas comme ça.